Bonjour à tous, Benoît Alman. Puisqu'on me force sur IDTV, je vous souhaite d'abord une bonne année. IDTV international et comment déjà TV, ah voilà, IDTV, excusez-moi, oui. Et célébrité. C'est normal puisque je suis invité, mais en tout cas je blague, c'est pas vrai, je suis quelqu'un de très simple. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne écoute de cette émission, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, et 365 jours de bonheur à tout le monde. Bisous à tous. Nul. Non. Si la question est réglée, nul. Je n'ai jamais rien fichu de ma vie, j'étais malheureux à l'école. On m'a mis en pension, ça a été catastrophique. Et dès que j'ai pu me tirer, je me suis tiré. Je m'ennuyais. Je n'étais bon à peu près qu'en français, en histoire et en géographie, le reste non. Les mathématiques n'en parleront pas. Physique, chimie, la honte. Gymnastique, pas mal. Éducation religieuse, comme tout le monde, mais je vous parle des années, j'ai quand même 75 berges, bon donc d'accord. Mais on oublie cette époque-là. J'ai fait l'École nationale de théâtre de Strasbourg, qui était dans les années 60 l'équivalent pour la province du Conservatoire national de Paris, avec un enseignement qui était tout à fait différent d'ailleurs de celui donné à Paris. Et c'était un cycle d'études de 3 années, on y rentrait sur concours, et au bout de 3 ans, on pouvait partir en province dans d'autres centres nationaux d'art dramatique où on commençait un peu notre carrière de comédien. D'accord, donc vous avez été au même cours que Tchéky Cario. Peut-être, Ouais. peut-être. Mais je ne sais plus en quelle année. Moi, c'était les années 60, 1960. Voilà. Théâtre, voyons. Le théâtre est c'est comme la cavalerie, c'est la reine. Non, c'est l'infanterie, c'est la reine des. Non, le théâtre, bien sûr. Parce que tout passe au théâtre. Quand on est au théâtre, on apprend à travailler des personnages, on étudie les rôles, on étudie les auteurs, leur philosophie, le côté social, tout ce qu'on veut, mais c'est par le théâtre. Et ça vous plaisait vraiment, hein? Ah ben bien sûr, puis c'est le public. D'accord. Le public qui est là, qui ne vous connaît pas, qui achète une place et qui vous fait confiance et qui vient. Donc vous devez donner. Vous devez lui donner ce qu'il attend. Vous devez le surprendre, le faire pleurer, l'émouvoir, l'instruire. Attendez, à notre petit niveau, vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des passeurs de poètes, d'auteurs, des intermédiaires entre un auteur et le spectateur. Donc on travaille pour le public. Mais non, moi, quelquefois, une séance de travail peut prendre 1h30. Donc vous en avez 2-3 dans la journée, tout simplement. Vous vous arrangez, vous avez un planning. Et puis le jour où vous répétez pour le théâtre, vous ne prenez pas d'enregistrement dans la journée. Parce que les répétitions, en général, c'est des services de 4 heures de répétition qui sont nécessaires. Du théâtre, du cinéma. Oui. Le cinéma, vous en avez Très peu, très peu. Ouais. J'ai vu que vous faites de la web-série. Oui. Puis on l'a fait. À une époque, on tournait beaucoup pour la télé aussi. C'est vrai? Oui, beaucoup. Puis j'ai tourné avec des réalisateurs qui sont tombés complètement qui sont tout à fait méconnus maintenant, mais c'était des grands réalisateurs comme Jean-Christophe Averty, par exemple, qui était un pionnier de la télévision. Là, on dit « Ah, c'est vieux, on ne connaît pas, etc. » Oui, mais c'est grâce à des gens comme ça qu'il y a des émissions comme maintenant, dont le contenu, bien sûr, a complètement changé. Mais c'est vrai, on n'arrêtait pas de travailler. Ah, c'est le théâtre. C'est vrai? Ah oui, c'est sur un plateau, c'est avec le public, oui. D'accord. Mais les plaisirs sont différents. Bien sûr. Donc, quand ils sont différents, ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas la même qualité, tout simplement. Hein. On a du plaisir avec les spectateurs, on a un plaisir au micro quand j'ai à servir Morgan Freeman, c'est du bonheur. Et j'ai vu John Goodman aussi, où vous doublez beaucoup. Dans quel film? J'ai vu, il y a pas mal de films. Ah bon? Ah peut-être, oui. C'est les 2 voix les plus dominantes dans votre carrière. Ah bon? Ouais, Alors, petite confidence, je ne note rien.
ou très peu. Et quand je suis invité dans des conventions et qu'il y a des cinéphiles ou des passionnés dans la salle qui disent « Oui, alors dans tel jeu, vous avez fait tel personnage. » Ah bon, merci de me l'apprendre. Je ne note rien parce que bon... C'est pour ça que mais je garde Morgan Freeman, bien sûr, ou John Holmes Jones et quelques autres. Mais à chaque fois, ce sont des plaisirs différents et que l'on vit en entier. Quelquefois, on ne sort pas très heureux parce que le film n'est pas très bon ou la prestation qu'il y avait à faire, bon, c'était pas... Mais quand même, c'est un plaisir. Autrement, on ne ferait pas ce métier. Voilà. Je crois que je ne suis pas bon. Ouais. Oui, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je passe des tas de casting comme tout le monde hein, dans des films. Tiens, celui-là, je peux le faire, le rôle, je peux le faire. Puis je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est inconsciemment mon moi qui ne veut pas, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai travaillé avec Claude Sautet, qui m'a complètement terrorisé, mais qui était un homme formidable. Mais terrorisé parce que c'est un homme qui s'exprimait très, très brutalement et violemment sur le plateau, mais qui en fait avait un cœur d'or. Dans Mado, mais qui remonte à 76. J'ai fait quelques films, mais pas trop. J'ai beaucoup plus tourné pour la télévision. Voilà. Mais c'est comme ça, vous savez. Bon. Pas de problème. Alors, quand je suis arrivé à Paris, après avoir quitté la province, n'est-ce pas, comme tout le monde, hein, on m'a dit... Je faisais énormément de radio. L'ORTF de l'époque, c'était à Rennes ou à Limoges, et à Paris, avec une carte, parce déjà à l'école, on nous avait appris à faire de la radio, à nous exprimer au micro. On avait passé des concours, et tout jeune, j'avais déjà ma carte de radio. Bon, et vu la voix que j'avais, qui n'était pas aussi grave que maintenant, c'était quand même assez simple. J'ai eu la tâche assez facilitée. Merci papa, merci maman de m'avoir donné cet organe. Mais vous n'avez pas spécialement fumé comme certains Si, mais ça fait 30 ans que j'ai arrêté. Donc, mais non, ça n'a pas été... Vous savez, c'est le fait de travailler avec sa voix, de jouer énormément au théâtre, de faire beaucoup de plein air aussi. On n'avait pas de micro, et on n'a pas besoin de micro pour s'exprimer hein, au théâtre. Quand je vois que maintenant, dans des petits théâtres même, on met un soutien avec des micros, je trouve ça désolant. Mais bon, c'est la vie. Donc, j'ai commencé à faire de la radio, et on m'a dit, avec ta voix, tu devrais faire du doublage. Je dis, bah, d'accord, je suis allé voir des sociétés de doublage, et malement pris, parce que je suis tombé sur des collègues qui avaient un métier tel que j'en ai eu des complexes, et j'ai dit, mais moi, je n'y arriverai jamais. J'ai essayé de bafouiller 2-3 phrases, j'étais très mauvais, et je n'ai plus mis les pieds au doublage de 64, 65, jusqu'à 75, 76. Parce que je ne maîtrisais pas la technique, et puis j'étais pas bon. Il faut dire les choses. On sait aussi quand on est acceptable ou pas acceptable. Mais comme on tournait beaucoup pour la télévision, et on tournait beaucoup en extérieur, on se post-synchronisait. Et un jour, en post-synchro, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Barclay, qui avait une boîte de doublage, qui était un monsieur qui adorait les comédiens, qui m'a dit, mais Benoît, avec votre voix, vous devriez, moi je vais vous faire travailler. Et il a commencé à me faire travailler. Et puis l'âge aidant, et puis la technique, et puis aussi le fait d'avoir grandi dans le métier. Hein, les choses sont allées beaucoup plus facilement, et après j'ai pu arrêter, jusqu'au jour où on m'a proposé de doubler Morgan Freeman. Ou du moins de passer une audition pour... Oui, donc ça c'est le premier comédien qu'on vous a... Non, j'en avais déjà d'autres avant, mais le gros, le principal. Ouais. Le principal voilà. Et John Goodman aussi, quand même. Oui, bien sûr. Plus de 10 films. Ah, peut-être. Il y a Johnson aussi, enfin bon, il y en a quelques-uns. Ah non, pas du tout. Mais un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une société que je connaissais. Il m'a dit, Benoît, il y a un film qui s'appelle Les Évadés, on aimerait bien t'essayer dessus sur Morgan Freeman. Je dis, bien sûr. Et je vais dans cette société que je connaissais un petit peu. Et j'attends. J'étais là à l'heure, bien propre, impeccable. Et le temps passe, et puis
Je dis, c'est marrant parce qu'on ne m'appelle pas, etc. Puis je voyais très souvent une femme passer, une femme assez imposante, et des robes avec des voiles, etc. Et qui disait, mais oui, mon comédien, oui, mon comédien. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est elle est gentille, cette femme, mais quand même, quoi. Et à un moment, je dis, bah, c'est peut-être moi qu'elle attend. Et j'avais déjà attendu 20 minutes, une demi-heure. Et je lui dis, bah, c'est peut-être moi. Elle m'a dit, mais vous êtes qui? Bah, Benoît Alman. Mais vous n'êtes pas noir. Je dis, bah non. Vous êtes évadé? Voilà, non. Et j'ai fait l'essai sur Morgan Freeman. Et puis tout de suite, j'étais pris, quoi. Mais c'était drôle, parce que c'était tout à fait inattendu. C'est très drôle que vous disiez ça, parce que c'est vrai, quand on vous voit pas, on croit que c'est un noir. Oui, non, je cherche depuis longtemps ma négritude, parce que je fais beaucoup de comédiens, je double beaucoup de comédiens. Faut pas dire noir, parce que mais bon, ils sont pas. Nous sommes des Indo-Européens. Eux, ils sont originaires d'Afrique. Au bout de 5, 6, 7 générations, comment les définir? Bon, ce sont des acteurs américains. Bravo. D'origine africaine, tout simplement. Mais à partir du moment où vous êtes comédien, il n'y a pas de problème. Tout passe. Ben oui, ça va. Vous savez que quand vous êtes devant un micro, il y a une certaine façon d'appréhender le micro. Un micro ne vous donne pas du talent. Le micro, il n'est là que pour prendre ce que vous lui donnez. J'espère que monsieur, mon réalisateur, qui est là présent ici, est d'accord avec moi. Si on lui donne une toute petite voix fluette, il ne sortira des haut-parleurs qu'une petite voix fluette. Donc il faut jouer. Notre métier, c'est de jouer. Bien sûr. Et le jeu vidéo, vous l'avez... Mais c'est la même chose. C'est pareil. C'est la même chose. C'est pas toujours très amusant parce que ce sont des phrases répétitives qui doivent être prononcées dans un laps de temps bien défini. Donc, mais ça, c'est plus technique qu'artistique. Mais il faut quand même jouer les personnages. D'être comédien, de suivre des cours de comédie. C'est-à-dire, on ne peut pas passer directement au doublage sans faire théâtre, on est bien d'accord, hein? Ben, pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre, bon, on suit des cours de théâtre. Qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend à jouer Sganarelle, on vous apprend à jouer Molière, la tragédie Corneille, ou un Shakespeare, ou une pièce contemporaine. Ce sont des personnages que l'on aborde. Des personnages, on les construit. On n'a que le verbe, on n'a que ce que le poète a écrit. Il faut après leur donner une structure, il faut leur donner un corps à ces personnages. Le corps, c'est nous, notre instrument, c'est le corps. Avec Louis, la diction, enfin la parole, les sensibilités, l'intelligence, quelquefois, c'est quand même parce que voilà. Mais la voix, c'est fait partie de notre instrument. Et notre instrument, le corps entier, ça se travaille, ça se modifie aussi. Ce que l'on fait quand on joue la comédie au théâtre, c'est que le corps se transforme. Quand on la joue au cinéma, on vous prend pour ce que vous représentez, surtout. Vous faites des belles compositions, ça, il n'y a aucun problème. Oh là là. Mais c'est beaucoup moins qu'au théâtre. Au théâtre, on peut se permettre de jouer les bossus, et même de caricaturer un peu. Au cinéma, on ne peut pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Le jeu n'est plus tout à fait le même. Mais tout ça, ça s'apprend. Si un garçon ou une fille me dit « Oh, j'ai une voix formidable, j'adore le doublage, est-ce que je peux essayer ?» Si j'ai les moyens, je dis « Tenez, essayez. » Alors vous la mettez devant le micro, vous passez la boucle, et vous la laissez s'exprimer. Et après, elle comprendra, elle dit « Oui, non, il faut que j'apprenne à jouer la comédie. Oui. » Parce que vous êtes obligé de faire ce que le comédien exprime à l'image. Et vous ne pouvez pas changer la pellicule. Il est imprimé, il est là, il existe. Et en plus, vous avez un devoir vis-à-vis du personnage que vous doublez, de l'acteur que vous doublez, c'est que vous le représentez dans une version française, donc c'est votre voix, et vous ne devez pas déflorer ce qu'il a fait, vous devez faire ce qu'il fait, avoir la même intention, les mêmes sentiments, la même intériorité, le même rythme. C'est pas du mimétisme, c'est pas du karaoké. Il faut ressentir intérieurement ce qu'exprime le comédien à l'image. Et quand vous avez la tête de Morgan Freeman, 15 mètres sur 20 dans les studios, parce que c'est énorme, et que vous voyez le moindre petit rictus qu'il a au visage, c'est l'expression d'un sentiment. Il faut rendre ça, mais uniquement vocalement. Et voilà, donc tout ça, ce sont des finesses. Et nous y arrivons grâce au directeur artistique qui est sur le plateau, mais aussi à l'ingénieur du son. Car l'ingé son est là, sans l'ingé son, on ne fait rien.
Eh oui, le gars, il n'est pas là pour ouvrir les potards et puis dire bah, vas-y, enregistre. Il vous suit dans le mouvement, il vous suit en puissance quand la scène est d'une violence. Il règle en permanence, il joue. C'est un travail commun, artistique, technique, le comédien, le directeur artistique, l'ingé son. Mais au théâtre, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire sans un régisseur, sans quelqu'un à la lumière et au son? Vous ne pouvez pas. Tout ça, c'est du travail d'équipe et qui s'apprend. Bien sûr. Donc il faut passer par le théâtre, c'est obligatoire. Il faut passer par le théâtre et par des écoles. Moi, j'ai eu cette chance, pardonnez-moi, je ne veux pas parler de moi tout le temps, je ne suis pas un exemple, mais j'ai eu cette chance à l'École nationale de Strasbourg dans les années 60, tous les samedis. Nous ne travaillions pas nos rôles, ou le maquillage, ou l'acrobatie, l'escrime, la voix, le chant, la danse, puisqu'on faisait toutes ces disciplines. On nous mettait sur le plateau de théâtre, avec un décor à monter, les lumières à monter. À 9 h du matin, à midi, le décor est monté, la lumière est faite. On a appris les matériaux, on a appris à manipuler les décors, à les monter et à régler les projets. Et ça, c'est très important. Quand je vois des comédiens qui rentrent sur un plateau en disant « Ouais, quoi, le projecteur, ceci, cela », ou qui poussent le pendrillon en rentrant, je dis « Non, non, il y a une discipline. C'est un lieu sacré, le théâtre. Il n'y a pas une poussière au sol. On ne peut pas jouer dans un endroit sale. On ne peut pas. Et il faut connaître la technique. Voilà. Je suis très emmerdeur sur ce plan-là. Ouais, bah vous êtes comme Rémus. J'ai eu la chance d'interviewer Isabelle Noin-Rémus, sa petite fille. Ouais. Et Rémus, il était comme vous. Ah bon? Et ça fait plaisir. Oui, mais je n'ai pas son talent. On a enregistré ce nounours ici, chez Georges. D'accord. On a enregistré. Super. Voilà. Et il m'a envoyé le lien et j'ai pu le voir ou l'entendre. Non, je crois que je n'ai eu que le son pour le moment. Ah, moi, je l'ai regardé sur YouTube. Et c'est vrai qu'elle a une jolie voix, cette petite. Et mais je ne connais pas. Elle se bagarre et elle a du mal. Ah bon? Ouais. Pas évident pour elle. Mais c'est difficile pour eux. Pour tout le monde. Tous les jeunes qui démarrent, c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Alors, les Américains, avec Google et compagnie, travaillent sur la voix synthétique, et ils vont y arriver. Ils vont y arriver. C'est-à-dire que même maintenant, on prend... Oui, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, on va prendre votre voix, un échantillonnage de votre voix, et on en fera ce qu'on en voudra, on la plaquera, et on lui donnera toutes les émotions que l'on veut. Ça va arriver. D'ailleurs, on essaie de trouver des parades, enfin des camarades au sein d'associations essaient avec des juristes, de voir comment on peut faire. Parce qu'on n'a rien à foutre de l'artistique, hein, c'est le pognon. Ils ne cherchent que le pognon, ça, voilà. Surtout aux États-Unis. Mais en France aussi, c'est déjà, bien sûr. Mais de toute façon, les 3/4 des choses que vous faites, nous, le doublage, en France, ce sont des majeures compagnies américaines. Ben oui. La plus grosse, c'est pas Dubbing Brothers, c'est ça? Ah non, mais ça, Dubbing, c'est un studio simplement de doublage. Il ne produit pas, lui. Il a des coproductions, il a des productions américaines comme il a les anglaises ou des allemandes ou il reçoit des films du monde entier. Non, mais l'intérêt, c'est que l'artistique ne coûte le moins cher possible. Le doublage, c'est vrai qu'un doublage coûte cher, un bon doublage. Vous vous rendez compte quand vous avez 6 à 7 comédiens pendant 5 jours sur un plateau, plus des scènes de rue où il y a énormément de petites interventions, il y a le mixage son, etc. Si on pouvait se passer de tout ça et le faire automatiquement en machine, ce serait formidable pour eux. Mais ils vont y arriver. Hein. J'avais entendu Patrick Poivet qui avait dit à peu près le prix que vous êtes payé en moyenne pour un film, mais c'est vrai que ça a pas l'air, ça a l'air cher, mais en fin de compte, vous y passez quand même du temps. Mais bien sûr. Donc ça coûte cher l'audiovisuel, on le sait. Oui. Hein, donc malheureusement. Oh, vous savez, le prix d'un doublage à la journée ne coûte pas plus cher que 3 rendez-vous, 3 gueuletons de principaux responsables de ce genre de société. Il ne faut pas exagérer non plus. D'accord. Voilà. Okay. Benoît, merci. C'est moi qui vous remercie.